Bienvenue dans le Retour au réel, le podcast de ceux qui ne veulent pas seulement critiquer, mais aussi créer. Chers amis, je suis très heureux de vous retrouver après ce premier épisode de la nouvelle saison sur l'école des chefs. Aujourd'hui, on va attaquer un premier chapitre, celui sur les compétences. J'espère que vous avez pu vous procurer le livre. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, mais je vous invite quand même à le commander. Donc ce livre, je vous rappelle, s'appelle L'école des chefs du père Gaston Courtois, aux éditions Sainte-Madeleine. Vous pouvez le trouver dans n'importe quelle librairie. Voilà, commandez-le plutôt en librairie que en ligne. Ça fait fonctionner le commerce de proximité. Mais voilà, faites ce que vous pouvez dans la mesure du possible. Quelques petites annonces avant de commencer le podcast. Je vous invite toujours à partager, à mettre un commentaire, à mettre une bonne note à ce podcast. C'est ce qui va permettre d'améliorer le référencement. Je fais pas du tout ces podcasts-là pour gagner de l'argent. Ça me rapporte quasiment rien, ou en tout cas, voilà, la quelques petites sponsorisations qu'il y a est vraiment symbolique. Donc c'est pas la motivation n'est pas du tout financière. La motivation, elle est de partager une expérience, de créer, d'agréger finalement des personnes de valeur autour de l'écoute de cette émission, de pouvoir partager avec vous, de pouvoir vous retrouver dans la vie réelle autour des événements qui peuvent être ceux notamment qu'on organise à travers Academia Christiana, mais pas que. Voilà, donc c'est évidemment je dirais quelque chose que je fais sur mon temps, gratuitement, bénévolement, et si ça plaît, je suis tout à fait prêt et ça me motive pour continuer. Mais pour ça, voilà, il faut que vous aidiez aussi le référencement, donc je compte bien sur vous. Ça fonctionne bien pour l'instant, hein, tout à fait, mais voilà, on peut toujours faire mieux, le faire connaître, le diffuser davantage, et surtout interagir pour que ça puisse nourrir la réflexion et même le contenu de ces podcasts. Vous êtes nombreux à le faire, donc je vous remercie. Et je vous invite à continuer toujours à m'envoyer des messages. J'essaye d'y répondre dans la mesure du possible. En tout cas, je les vois tous, et tous vos messages, que ce soit des critiques et des remerciements, il y en a beaucoup, heureusement. Voilà, tout ça, c'est ce qui me motive pour continuer ce podcast, qui est une vraie aventure, et c'est très intéressant de le faire. Ça permet de réfléchir, de creuser des idées, d'aller plus loin, d'approfondir. Alors aujourd'hui, on va parler donc compétences. C'est le premier chapitre du livre du père Gaston Courtois sur l'école des chefs. Différemment, c'est le premier point de départ de la réflexion sur le chef. Et ce point des compétences va finalement être un peu autour d'une question qui se pose souvent. D'ailleurs, vous avez remarqué sans doute, le mot chef, il est connoté de manière un petit peu négative dans notre société. On n'aime pas trop parler de chef, on préfère parler éventuellement de manager. Enfin, on trouve toutes sortes de titres pour contourner celui de chef. Parce que souvent on a l'image, bon déjà voilà, on est en France en particulier, hein, on a coupé la tête de notre roi. Donc voilà, le système qui s'instaure avec la Révolution française et avec la décapitation du chef, on pourrait dire le plus élevé en dessous de Dieu, mais le père de la nation, eh bien, augure en quelque sorte une période de révolte contre la figure du père, contre la figure de l'autorité, contre la figure du chef. Et du coup, on a plein d'images de mauvais chefs. Donc c'est soit le tyran, soit aussi, vous savez, ce qu'on appelle le petit chef, donc la personne qui a peu de responsabilités, mais qui se sent investi de missions beaucoup plus lourdes, et qui vous explique finalement comment vous devez faire la moindre de vos tâches de manière autoritaire, sèche et désagréable, alors que ça ne le regarde même pas. Vous avez le chef inaccessible, donc celui typiquement à qui vous pouvez pas parler, qui fuit d'une certaine manière la communication, les échanges, etc. Vous avez le chef démissionnaire, c'est celui qui en gros n'exerce même pas du tout son autorité de chef, le chef dépassé par les événements. Bref, il y a toute forme de caricature de chef, de mauvais chef. Et en fait, aujourd'hui, l'objectif, c'est de se dire, qu'est-ce qui fait un bon chef? D'abord, en premier lieu, il y a plein d'autres choses qui vont faire un bon chef, mais ça commence par quoi être un bon chef? Ça commence d'abord par des compétences. C'est-à-dire qu'on est un mauvais chef, finalement, si on est chef pour de mauvaises raisons. Soit parce qu'on cherche de la reconnaissance, soit parce qu'on veut dominer, soit parce qu'on a été nommé chef sans vraiment le vouloir. Et dans ces cas-là, il fallait le dire, non, en fait, moi, je peux pas être le chef de ça me correspond pas, je suis pas du tout fait pour cette mission-là, j'ai rien à voir avec tout ça. Ou soit parce que justement on s'est imposé des responsabilités qui ne nous reviennent pas. C'est typiquement le cas des petits chefs, c'est-à-dire qu'en gros on s'investit de missions qui sortent de notre champ de compétences. Le vrai chef, hein, c'est celui qui a des compétences spécifiques, des vraies qualités, et même c'est celui qui excelle. C'est-à-dire celui qui est capable de mettre cette excellence au service du collectif, c'est-à-dire du bien commun. Donc
Je vais avoir 10 points qui sont tirés, si vous voulez, d'une réflexion et d'un commentaire autour du livre L'école des chefs du père Gaston Courtois. Évidemment, moi, quand je l'ai lu, j'ai trouvé que c'était assez court, ce chapitre, sur les compétences. Donc, j'ai essayé finalement de trouver des exemples, de mettre ça en perspective de situations réelles et concrètes, afin que ça vous donne une méditation, une réflexion pour vous interroger en profondeur, finalement, sur cette question. C'est vraiment ça l'objectif. C'est que tout au long de la semaine, en lisant à la fois le bouquin, en lisant aussi la biographie de Napoléon de Jacques Bainville, qui est en gros qui accompagne ce chapitre, et en écoutant ce podcast, vous ayez suffisamment d'éléments dans votre tête pour pouvoir réfléchir, vous interroger, vous remettre en question sur justement votre rapport aux compétences en tant que chef. Donc, premièrement, c'est justement que les compétences, c'est ce qui va donner à un chef sa légitimité par rapport à son autorité. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, tout chef qui n'a pas les compétences qui correspondent à sa mission est un usurpateur. C'est-à-dire que soit, en gros, bah, c'est pas de sa faute, c'est parce qu'on l'a nommé à un endroit où il n'aurait jamais dû être nommé, soit c'est parce que lui-même s'est attribué une charge qu'il n'a pas la capacité d'administrer. D'autre part, nous dit le père Gaston Courtois, les compétences, c'est ce qui va engendrer une certaine forme de considération de la part des subordonnés. C'est-à-dire que le vrai chef, il ne cherche pas à être reconnu en tant que tel comme étant le chef. Il n'est pas chef parce qu'on lui a collé des galons sur les épaules. Il n'est pas en train de rabaisser tout le monde pour rappeler à chacun qu'il est le chef et que vous êtes en dessous de lui. Non, le vrai chef, en fait, il est naturellement. Pourquoi est-ce qu'il est naturellement chef? Simplement parce qu'il a des compétences au-dessus du lot, hors du commun. Je reviens à ce que je vous avais dit dans le premier épisode. Si vous ne l'avez pas écouté, essayez de l'écouter parce que c'était vraiment une introduction. Euh, En fait, tout le monde est appelé à être chef, en théorie. Mais dans la réalité, tout le monde n'est pas chef parce que beaucoup d'hommes et de femmes, pour plein de raisons, vont soit se dérober à leurs responsabilités, soit ne pas être au niveau, etc., etc. Mais néanmoins, en soi, à chaque degré, en quelque sorte, de la société, si on imagine que notre société est un peu comme une pyramide, eh bien, il y a différents degrés de chef. Donc en fait, quand je parle ici de chef, je ne parle pas forcément, si vous voulez, du général, ou même du président, ou de l'évêque, ou même du pape dans l'Église. Finalement, bah, on peut dire dans l'Église, typiquement, un curé de paroisse et un chef à l'échelle de sa paroisse, et d'une certaine manière, son vicaire est aussi chef à l'égard d'autres subordonnés qu'il a en dessous de lui, mais il y a évidemment au-dessus bah, des chanoines, des évêques, etc. etc. Et c'est pareil dans une entreprise. Vous pouvez être, même si vous êtes chef d'entreprise, vous avez des gens qui sont au-dessus de vous, quoi qu'il arrive, dans une certaine forme de hiérarchie. Et même, voilà, sinon vous allez avoir aussi, donc ce qu'on disait aussi dans l'épisode précédent, c'est qu'on a en gros 3 degrés de personnes avec qui on va interagir, à la fois nos supérieurs, et on a tous des supérieurs, et même finalement le chef le plus élevé, le pape, il a un supérieur qui est Dieu. Même le roi, bah, il a un supérieur aussi au-dessus de lui qui est Dieu, ou parfois même un empereur, etc. On a des égaux. Donc voilà, par exemple, si on est évêque, bah, on a égalité des autres évêques. Si on est chef d'entreprise, bah, on a d'autres chefs d'entreprise, etc. Et puis, et puis on a des subordonnés, donc des gens qui ont, vis-à-vis de qui on a des devoirs et qu'on doit conduire justement dans une mission. On y reviendra plus en détail. Donc plus les responsabilités sont élevées et plus les compétences du chef doivent être hors du commun. Hein, donc c'est-à-dire qu'en fait, en gros, voilà, si vous avez occupé un poste, on va dire, de moyenne responsabilité, on vous demande des responsabilités d'un certain niveau moyen, enfin quand même assez élevé, plus que ceux qui sont en dessous de vous. Mais plus vous allez monter, plus il va falloir de responsabilités. Et celui qui incarne la place de chef doit incarner de manière légitime des compétences qui sont forcément supérieures à ceux qu'il a en dessous de lui. Sinon, il n'obtiendra aucune considération de ceux qu'il doit commander, il va être méprisé, il ne sera pas respecté, il va devoir, pour être respecté, surenchérir avec une forme d'autoritarisme, et petit à petit, il va finir par être détesté, ses subordonnés vont se moquer de lui dans son dos, ils seront toujours polis, hypocrites en face de lui, mais voilà, ça va générer une situation insupportable, où l'autorité sera bafouée et où tout ça ne mènera à rien. Je pense que vous avez tous connu des situations comme ça dans votre vie, c'est assez courant dans la société, d'avoir des chefs qui finalement se débrouillent mal. Le deuxième point, c'est qu'on attend du chef une certaine forme de sécurité. C'est-à-dire qu'en gros, le chef exerce son autorité pour une communauté d'hommes, que ce soit une équipe
dans une entreprise ou dans une association ou même au sein voilà, de l'Église, même au sein, voilà, ça peut être la famille, tout simplement. Bah, qu'est-ce qu'on attend, voilà, d'un papa? On attend finalement, le papa, c'est celui qui protège. C'est celui qui va garantir la sécurité, c'est-à-dire qui va donner, vêtements et nourriture et chaleur, du foyer, à, ses enfants, hein. Le père, c'est justement, hein, celui qui était traditionnellement responsable, que le foyer ne s'éteigne pas, que le feu de la maison reste allumé pour qu'il fasse chaud dans la maison et qu'on soit protégé. Donc en fait, il y a vraiment cette notion, je trouve, qui est très riche de méditation, de se dire qu'en fait, les autres, quand on est chef, dépendent de nous. Et du coup, ça nous oblige. Ça nous oblige à être le meilleur dans notre domaine, à ne jamais se reposer, à toujours chercher l'excellence parce que justement, on a des gens qui sont dans notre dépendance. Leur destin dépend de nous. C'est tout à fait vrai dans l'entreprise parce que, bah, typiquement, si le chef d'entreprise gère mal l'entreprise, qu'il y a une faillite, bah, les employés vont se retrouver, au chômage et cetera et ça peut créer plein de catastrophes. Typiquement, enfin, je pense que vous avez peut-être vu déjà, rencontré, bah, quand il y a des licenciements de masse, ça brise des gens. J'avais vu, une fois, j'avais visité la maison, d'un couple. En gros, bah, leur entreprise avait été, délocalisée. Bah, ils se retrouvaient finalement à 40 ans à devoir revendre leur maison. Enfin, c'est des situations juste horribles, en fait. Voilà, donc vous avez, en fait, en tant que chef, que ce soit chef dans l'entreprise, mais chef aussi dans d'autres missions et je vais donner d'autres exemples, vraiment une responsabilité à l'égard de vos hommes. C'est vrai aussi dans une communauté religieuse. On voit bien, on l'a vu dans pas mal d'actualités de l'Église, que, un chef qui va exercer par exemple une emprise malsaine et cetera, bah, il peut, rendre fou, ses subordonnés. C'est encore plus vrai, voilà, dans l'Église où parfois il y a une sorte d'obéissance, qui fait partie des vœux, notamment chez les moines ou chez les religieux. Ah, si celui qui exerce l'autorité, et que les autres, ont fait vœu d'obéissance à son égard, s'il exerce mal, il peut vraiment détruire des gens et c'est arrivé dans plein de communautés religieuses, au cours du XXe siècle et même, début du XXIe. Donc, ah, ça peut être un tyran, ça peut être un chef absent, le chef religieux, mais voilà, en gros, s'il est pas bon chef, bah, finalement, il laisse s'installer des désordres dans la communauté et bah, finalement, c'est tous les membres de sa communauté, à commencer par ses prêtres, ses moines, puis ensuite ses fidèles, qui vont en subir des conséquences désastreuses pour leur sécurité morale, spirituelle, plus qu'économique. C'est vrai en politique aussi, parce que, bah, voilà, un chef incompétent, beh, on lui a confié, à la fois ses espoirs dans le chef politique, ses énergies. Il y a des militants qui vont coller pour lui, qui vont se sacrifier pour lui. Si lui n'est pas compétent, bah, il emmène ses hommes vers l'échec, et il les détruit aussi parce qu'il détruit leurs espoirs. Donc c'est toujours important quand on a un tant soit peu de responsabilité politique, ça peut être, à l'échelon d'élu local, de maire, même de candidats à une élection, eh bien, de savoir que des gens, nous font confiance et qu'on a tout le devoir d'honorer cette confiance et de se comporter, d'une manière ultra exigeante par rapport à ce que, les gens attendent de nous. Et c'est encore plus vrai évidemment dans l'armée, dans la police, enfin en tout cas dans tout métier dans lequel il y a des armes, parce que, le chef incompétent, il va exposer forcément la vie de ses hommes, la vie au sens, vraiment physique du terme, donc on attend d'un chef qu'il apporte une certaine forme de sécurité. En tout cas, sa mission, consiste aussi enfin, en tout cas, dépend de sa mission, la sécurité de ses subordonnés. Et ce qui nous rappelle, encore une fois, et ce qui est très important, je l'avais dit dans le podcast précédent, que le chef, c'est avant tout un serviteur. Hein. Justement, il y a plein d'images dans l'Évangile à travers la figure du Christ comme berger, comme bon pasteur. Hein. C'est celui qui a responsabilité de ses brebis. Hein. Il ne doit pas perdre son troupeau et on va lui demander des comptes pour savoir justement combien de brebis il rend entières à la fin de sa mission. Donc on attend beaucoup du chef, c'est une très lourde responsabilité à porter sur ses épaules. Il faut pas la prendre à la légère, il faut pas non plus en avoir trop peur, parce que à force d'avoir trop peur des responsabilités, on n'en prend plus. Mais il faut être conscient que bah, c'est pas en fait vous n'êtes pas un coureur en solitaire. C'est en fait si vous échouez, vous faites échouer tout le monde. Donc c'est beau parce que bah, si vous réussissez, vous faites réussir tout le monde. Mais voilà, ça nécessite du sérieux, de prendre en compte voilà, que c'est quelque chose vraiment de beau, de grand. Ça me fait penser à une très belle citation d'Henri de la Roche-Jacquelin. Je ne sais pas si vous connaissez Henri de la Roche-Jacquelin. Si vous ne connaissez pas, il faut absolument connaître. C'est un des chefs vendéens. Il disait: si j'avance, suivez-moi.
Si je recule, tuez-moi. Si je meurs, vengez-moi. Et on a vraiment cette image-là du capitaine, voilà, du chef qui conduit, qui a pas le droit de reculer pour ses hommes, hein, et que ces hommes devront venger si jamais il meurt. Alors, troisième point, c'est justement la notion de mission. Un chef, il a une mission à conduire et cette mission, elle va, s'exprimer à travers 3 points principaux sur lesquels je reviendrai plus tard. Je vais commencer par une citation aussi très belle, c'est une citation de Michel Menu. Michel Menu, moi, c'est un auteur que j'ai découvert dans le cadre du scoutisme. Il avait écrit un très beau livre qui s'appelle Raider Scout. S'il y en a parmi vous qui sont chefs scouts ou qui ont des enfants qui sont scouts, faites-leur lire ce livre. Moi, j'ai lu ça à 14-15 ans, ça m'a totalement fasciné. Raider Scout de Michel Menu. Et je vous lis une citation, c'est une citation que j'ai retrouvée sur Internet, je ne sais plus dans quel livre elle était, mais je la trouve très belle. Moi, on me l'avait lu quand j'ai été chef de patrouille et je l'ai souvent médité. Ça met un peu la pression et ça permet vraiment de bien comprendre son rôle de chef. Si tu veux être chef un jour, pense à ceux qui te seront confiés. Si tu ralentis, ils s'arrêtent. Si tu faiblis, ils flanchent. Si tu t'assieds, ils se couchent. Si tu critiques, ils démolissent. Mais si tu marches devant, ils te dépasseront. Si tu donnes la main, ils donneront leur peau. Si tu pries, alors ils seront des saints. Donc ça rappelle finalement l'exemplarité à laquelle se doit le chef, mais ça nous rappelle aussi voilà, cette notion, ce qu'on retrouve aussi dans la citation précédente d'Henri de la Roche-Jacquelin, que le chef, c'est un capitaine, c'est un guide, c'est celui qui va donner la direction et que les autres vont suivre et qu'ensuite les autres même vont dépasser. Hein, je vous invite à écouter le podcast que j'ai fait sur la paternité. Pour moi, qu'est-ce que c'est qu'un père? Un père, c'est pas quelqu'un qui façonne ses enfants à son image. Un père, c'est quelqu'un qui donne à ses enfants les éléments pour qu'ils soient libres et pour qu'ils s'accomplissent en étant comme, peut-être différemment du modèle que vous avez choisi, mais qui vont d'une certaine manière vous dépasser, transmettre, continuer, poursuivre cet héritage pour les générations à venir. Bah, c'est ça finalement le chef, hein, il fait pas ça pour lui, il fait ça pour transmettre quelque chose et pour que, bah, les autres puissent continuer à avancer et qu'ils avancent même, finalement plus loin que lui, hein. Justement, si, je meurs, bah, vengez-moi. C'est en gros, voilà, n'abandonnez pas, la mission, une fois que je suis mort, il va falloir que vous la continuiez après moi. Et ça, c'est aussi un petit point, enfin, une petite parenthèse qui me vient à l'esprit, mais on voit beaucoup de chefs en politique, mais même dans l'église, etc., qui n'ont pas réussi à former leurs successeurs. Et ça, c'est vraiment un point important dans les compétences, on va dire, ou en tout cas dans les préoccupations du chef. Il est important de toujours être dans la transmission, de pas concevoir sa figure de chef comme si on disait voilà, en gros, moi, mon objectif, mon but ultime, c'est que il y ait une statue de moi à l'entrée de l'entreprise à ma mort. Non, l'objectif, c'est que cette entreprise qui peut-être porte mon nom, eh bien, elle puisse être portée par d'autres quand je serai mort et qu'elle fonctionne encore mieux que quand j'ai lancé l'entreprise. Donc, un chef, c'est d'abord quelqu'un qui, va vers un but. C'est-à-dire quand vraiment, en fait, c'est une catastrophe quand un chef ne sait pas où il doit aller et ça arrive et j'ai vu ça plein de fois, dans les communautés religieuses, dans les entreprises et cetera, de chefs. Ils sont là, bah, parce qu'il faut être là, ils sont là parce qu'on les a nommés ou élus chefs, mais ils n'ont aucune direction à proposer, si ce n'est que maintenir ce qui est en place et ça, en fait, les hommes ne supportent pas ça. C'est inadmissible. Ce n'est pas ça être un chef. Un chef, il doit justement, montrer la voie, montrer l'étoile et dire: «Voilà, en gros, on met le cap là-dessus et je vais vous y emmener à condition que, évidemment, vous mettiez tous vos efforts, vous aussi, pour qu'on y aille collectivement. S'il y en a qui veulent pas aller là-bas, bah, sortez du bateau tout de suite, vous n'avez rien à faire avec moi. Mais tous ceux qui veulent aller là-bas, bah, vous montez dans le bateau et on va y aller et moi, j'occuperai ma place, qui sera la place la plus dure, la plus exigeante, pour vous y conduire». Donc la première compétence pour moi du chef, c'est d'être d'une certaine manière un peu un visionnaire. C'est-à-dire qu'en gros, je reprendrai cette image plus tard, mais le chef, c'est un peu celui qui a la longue vue. Ouais, vous savez, un peu, on a parfois l'image du capitaine qui regarde dans une longue vue, il voit plus loin que les autres. Et donc du coup, bah, il sait où est-ce qu'il emmène les autres. Il est visionnaire dans son domaine. Et pour ça, il est important que le chef soit aussi capable de se poser, d'analyser le terrain, de regarder le chemin, de regarder la carte, pour justement bien orienter ses hommes. Hein. On attend d'un chef qui soit un guide, qui montre la route pour ses hommes. Le deuxième élément,
c'est, justement le collectif. Le chef, comme je disais tout à l'heure, c'est pas quelqu'un qui joue perso, c'est pas, un navigateur en solitaire. Il ne pense pas d'abord à lui, il est là avant tout pour les autres et il doit se rappeler constamment que sa raison d'être, c'est la communauté des hommes qui sont avec lui et donc il a le devoir, en plus de les conduire, de les unir parce que forcément il y a des désaccords, il y a des sensibilités différentes, heu en fait, voilà, souvent, les gens qui voient pas plus loin que le bout de leur nez, ils s'imaginent tout de suite que, dès le gars, le voisin, pense pas pareil, forcément, bah, en gros, on peut pas continuer à avancer. Moi, j'ai entendu plein de fois ça dans les milieux, que ce soit religieux ou politiques, enfin ou même professionnels, de gens dire: «Non, non, mais attends, là, en fait, il y a un désaccord, on peut pas travailler ensemble». En fait, si le chef, c'est à lui justement d'être capable de faire travailler ensemble des gens qui sont pas d'accord à 100. Non, mais évidemment qu'il y a un certain seuil d'accord sur lequel il faut qu'on soit tous d'accord, sinon c'est pas possible du tout d'avancer. Je veux dire si en gros, moi j'ai décidé, d'aller plein nord et qu'il y en a qui veulent aller plein sud, bah, c'est sûr que ça sert à rien de monter dans le bateau. Mais en revanche, s'il y en a qui pensaient, qu'il fallait passer par là, d'autres qu'il fallait passer par là et cetera, bon ça on va le voir par la suite, on va tester ensemble, on va regarder tout ça, mais le chef, voilà, il est là pour justement, regrouper tout le monde en son sein et faire taire les petits désaccords inutiles ou en tout cas les comprendre, les écouter, enfin les faire se comprendre, mais voilà, il est là pour regrouper, le collectif, pour comprendre les attentes de ces hommes et pour leur montrer, voilà, en gros, là, le bien commun, ça va plus loin que le bout de ton nez. Tu vois? Toi, tu regardais, finalement, comment tu allais voyager le plus confortablement possible, mais en fait, on s'en fout de ton confort à toi. Le but, c'est que tout le monde arrive à bon port et donc du coup, bah, que tu vas devoir sacrifier certaines petites choses, mais en fait, c'est ça ou sinon tu sautes en mer parce qu'on n'a pas besoin de gars qui sont en train de se plaindre tout le temps, et qui mettent le bazar dans le navire. Donc voilà, le chef, il est là pour rappeler le bien commun, montrer le but, et voilà, en fait, il voit plus loin. Ce chef, c'est vraiment le visionnaire et troisième point, bah, en fait, c'est que le chef, c'est celui qui doit réussir la mission. C'est-à-dire que le chef, il est pas là pour jouer, pour, être un amateur, en deuxième division. Le chef, c'est vraiment, l'élite et du coup, tous ces hommes attendent de lui qu'il réussisse. En fait, on regarde un chef, parce qu'on on vous voit et on veut quelqu'un qui va y arriver. Donc le chef, il a pas le droit, d'une certaine manière, enfin, c'est ce que je vais dire un peu dur, je vous préviens, mais je vais nuancer évidemment, mais le chef n'a pas le droit de s'écouter, il n'a pas le droit, au confort, il n'a pas le droit, à avoir des sentiments, mais je le nuance en disant évidemment, là je parle d'un idéal de chef. C'est-à-dire qu'en fait, tout homme est un homme comme les autres, il a des faiblesses et donc dans la mesure du possible, il doit tout faire pour réduire ses faiblesses, pour les corriger. Voilà et pour ça, il doit se faire épauler aussi de gens qui vont l'aider, voilà, un chef, il a besoin, j'en parlerai aussi de seconds, de gens qui sont, un peu juste en dessous de lui et qui sont des hommes de confiance et qui vont même parfois être capables de, lui adresser des critiques qui sont, dites, de manière, polie, juste ou et cetera, pour l'aider à se remettre en cause, pour l'aider à ne pas faillir à sa mission, quoi. On a souvent besoin, voilà, d'une ou 2 âmes de confiance sur qui on va s'épauler en tant que chef pour parvenir au but. Mais voilà, faut pas trop se reposer sur les autres, faut pas trop s'écouter, faut être toujours un petit peu dans la volonté de trancher un petit peu dans l'art pour essayer de corriger tout ce qui va pas, pour essayer de voilà, en permanence d'être en train de muscler la bête, pour pas qu'elle s'engraisse et pour pas, qu'elle petit à petit, elle perde de la volonté, voilà, c'est important. Hem 4e point, nous dit, le père Gaston Courtois, le chef ne doit pas donner des directives qui sont erronées. Donc ça nous rappelle déjà que le rôle du chef, c'est de donner des directives. Comme je disais tout à l'heure, c'est quoi une directive? C'est l'orientation, c'est aussi un ordre. Et donc on attend du chef qu'il communique, hein, qu'il nous dise ce que l'on doit faire. C'est évidemment, quelque chose de pénible. Moi, je l'ai vécu à mon humble, exercice de chef, que ce soit dans le domaine associatif ou professionnel. C'est, parfois fatigant parce qu'on se dit: «Mais en fait, pourquoi les gens prennent pas des initiatives? Pourquoi je suis obligé tout le temps d'expliquer aux gens ce qu'ils doivent faire, ce que j'attends d'eux?» Bah, ouais, mais mon pauvre gars, c'est comme ça, en fait. C'est la nature, en fait. C'est qu'il y a des gens, bah, en fait, ils attendent de toi, parce que tu es leur chef, que tu leur dises ce qu'il faut faire et ils vont pas prendre l'initiative parce qu'ils ont peur de mal faire en prenant l'initiative. Donc voilà, bah, c'est épuisant, c'est comme ça, mais en même temps, voilà, il faut l'accepter, et puis
il faut travailler de manière à donner à ceux qui sont nos subordonnés de l'autonomie, c'est de leur apprendre un métier, de les faire grandir, c'est le rôle du chef, mais il faut être patient et comprendre que, bah, voilà, qu'est-ce qu'on attend de toi en tant que chef? C'est que tu montes la voix, c'est que tu donnes des ordres, c'est que tu dis ce qu'il faut faire. Alors, deuxième point, c'est comment prendre ces bonnes directives, comment donner des bons ordres? Bah, déjà, moi, ce que je vous donnerais comme conseil, c'est de constituer un conseil. Il faut avoir des ministres. Il faut avoir, comme je disais tout à l'heure, des seconds. C'est quoi des conseils? Bah, c'est des conseillers, d'une certaine manière, un conseil, c'est plein de gens qui, finalement, ne seront pas forcément des bons chefs parce que, bah, ils n'ont pas, votre carrure, ils n'ont pas, le courage de faire les choix, de mener et cetera. Mais ils peuvent être parfois plus compétents que vous sur un domaine. En fait, en gros, vous allez écouter telle personne parce que, sur tel plan, j'en sais rien moi, imaginons sur une entreprise, bah, vous allez écouter, peut-être un gars qui a une bonne vision sur la partie logistique, un autre qui a une bonne vision sur la partie, trésorerie, un autre qui a une bonne vision sur les investissements, un autre qui a une bonne vision sur, bah, la manière, de manager, les subordonnés, les équipes et cetera. Et donc après chacun de vos conseillers, il va peut-être avoir un regard trop particulier sur le truc. Donc après c'est à vous de prendre du recul, mais quand même d'aller prendre de l'information chez vos ministres, chez vos conseillers, parce que eux sont plus spécialisés, peut-être voient mieux le terrain que vous, connaissent mieux leur matière que vous la connaissez. Et donc, voilà. Et un chef, c'est quelqu'un qui, en fait, on gouverne jamais seul. Et même en tant que père de famille, en fait, on prend jamais des décisions sans écouter sa famille. Mais se fait d'ailleurs, en fait, on prend des décisions pour sa famille. Donc, il faut d'abord savoir quelles sont les attentes de sa femme, quelles sont les attentes de ses enfants, quels sont, bah, les besoins, généraux, économiques, peut-être des besoins que eux ne voient pas, mais que vous voyez parce que vous avez, peut-être plus de confrontation à des réalités matérielles qu'eux. Mais du coup, voilà, en fait, vous allez pas prendre des décisions, par rapport à des idées que vous avez juste vous dans votre tête, que vous avez préconçues. Non, en fait, toujours le chef, pour prendre des bonnes directives, il doit consulter le terrain. Il doit se confronter au réel. Et donc du coup, il doit faire des états des lieux du terrain et il doit avoir des gens de confiance avec lui. Voilà, c'est ce que je disais, qu'est-ce que c'est qu'un second? Bah, le second, c'est le gars, le plus proche de vous et on peut avoir 2 ou 3, hein. C'est pas forcément, voilà, un second, c'est pas forcément un ministre, mais c'est celui, voilà, en qui vous avez toute confiance, qui va être capable de vous dire les choses quand, les autres n'osent pas vous les dire, qui va être capable voilà, de voir vos faiblesses et vos fragilités et à qui vous allez pouvoir les montrer sans peur. Parce que voilà, c'est quelqu'un de confiance, c'est un intime et donc voilà, bah, avec lui, vous pouvez discuter franchement, vous pouvez lui dire des choses que vous diriez pas forcément à tout le monde, parce que vous avez entièrement confiance avec lui. Donc c'est pour ça aussi, voilà, un chef doit toujours s'entourer, de lieutenants, fidèles, qui sont vraiment des amis, de cœur, et qui sont pas des flatteurs, qui sont des gens qui vous disent la vérité, qui vous aident. Le chef, donc, c'est celui qui est capable d'anticiper, de prévoir, d'organiser, j'y reviendrai plus en détail. Mais voilà, retenez que on est un bon chef que si on n'a pas le nez dans le guidon, que si on est capable de prendre du recul et du coup, pour ça, c'est aussi très important de se cultiver. C'est-à-dire, il faut lire, il faut s'intéresser, à l'actualité. Moi, je dis souvent un peu dans ce podcast, ne vivez pas dans, la frénésie de l'actualité. Donc voilà, passez pas votre vie à regarder ce qui se passe sur Twitter dans les moindres détails, c'est pas intéressant. Mais en revanche, essayez chaque semaine de faire un petit peu une revue de presse, de savoir ce qui se passe dans le monde, de garder un œil sur tout ce qui va forcément constituer le terrain sur lequel vous allez agir. Donc, si je sais pas, si vous avez une entreprise dans le bâtiment, c'est important de savoir tout ce qui va influer sur, le prix des matériaux, sur, la demande, sur, et cetera, et cetera. Il faut, la réglementation. Voilà, il faut connaître le terrain et puis il faut savoir aussi, bah, voilà, comment vont vos hommes, quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent et cetera. Faut comprendre, voilà, si vous êtes, conducteur de travaux, bah, faut connaître les difficultés, des différents corps de métier qui sont sous votre responsabilité pour pouvoir bien ordonner les choses. Sinon, les gens, ils vont péter un câble parce qu'en fait, vous foutez de leur gueule, vous leur donnez des ordres, mais qui sont inapplicables. Donc, le bon chef, c'est celui qui discute avec ses subordonnés, avec ses égaux, et qui doit bien connaître le terrain pour être le plus clairvoyant possible. Et il dit, voilà, le père Gaston Courtois dit, c'est le chef, ça va pas être un aveugle hein, qui guiderait les autres. Ça me fait penser à un tableau que j'avais vu au Louvre. J'ai retrouvé son titre là en préparant l'émission. C'est la parabole des aveugles.
de Peter Bruegel l'Ancien. Vous chercherez, je mettrai la référence dans la description du podcast. Et donc ça c'est un tableau qui illustre la citation biblique de saint Matthieu, qui est la suivante: si un aveugle guide un autre aveugle, ils tomberont tous deux dans un fossé. Et on voit donc en fait plein d'aveugles qui se tiennent les uns les autres par la main et qui finissent par tomber, puisque celui qui les guide, leur chef, va dans le fossé. Donc le chef, voilà, a le devoir de mieux voir que ses subordonnés, parce que s'il ne voit pas, s'il voit mal, bah, il emmène les équipes dans la mauvaise direction. Cinquième point, ce sont les différents types de compétences que doit avoir un chef. Parce que la grande question qu'on doit se poser, c'est de savoir, est-ce qu'on doit se spécialiser ou est-ce qu'on doit être un généraliste. Donc évidemment, vous en doutez, le bon chef, c'est plutôt un généraliste. Parce que sa compétence en tant que chef, c'est pas la même que celle de son subordonné. C'est-à-dire que typiquement, si vous êtes conducteur de travaux, vous n'avez pas besoin en soi d'électricien. Mais néanmoins, si vous voulez être un bon conducteur de travaux, il faut quand même que vous connaissiez des rudiments sur les compétences générales ou les problématiques générales que pose l'électricité dans un bâtiment. Sinon, encore une fois, vous allez aller au-devant d'incompréhension, de désordre dans la manière dont vous gérez les hommes. Donc, c'est très important en tant que chef de connaître suffisamment bien les différentes branches d'activité pour être capable de les organiser ensemble. Évidemment, plus vous allez monter en responsabilité, plus vous allez vous éloigner de sa spécialisation, mais gardez quand même toujours en tête que vous devez connaître suffisamment les compétences de vos subordonnés pour décider en connaissance de cause pour essayer d'être le plus polyvalent possible. Voilà, donc ça, c'est très important de cultiver vraiment cette polyvalence, ce qu'on appelle justement la généralisation. Hein, alors, vous pouvez avoir évidemment un domaine de compétences, c'est-à-dire que vous pouvez être à la base un maçon qui est devenu plus tard conducteur de travaux, mais du coup, donc vous devez bien connaître votre domaine dans la maçonnerie, mais vous devez aussi élargir vos compétences en connaissant finalement un petit peu toutes les tâches qu'il y a sur un chantier, de manière à bien administrer votre chantier. Et même, voilà, même parfois, connaître aussi, bah, des choses en lien avec, l'architecture, en lien, avec d'autres problématiques, qui peuvent être même comptables et cetera, qui sortent de votre domaine strict, mais qui sont en lien parce que c'est votre terrain. C'est voilà, comme je disais tout à l'heure, je disais: «Il faut connaître la carte sur laquelle, on va guider les hommes», bah, c'est ça. Il est important aussi de ne pas déborder sur d'autres domaines sur lesquels on n'est pas compétent. Je parlais tout à l'heure des petits chefs. Bah, voilà, en fait, le chef, le vrai chef, il s'occupe pas des choses sur lesquelles il n'est pas compétent. Il peut évidemment s'y intéresser, il peut écouter le rapport qu'on lui fait, sur telle ou telle chose, il doit le comprendre, il doit s'y intéresser, mais c'est pas lui qui va expliquer à l'électricien, comment est-ce qu'il doit faire son métier. Il doit lui faire confiance. Et ça, c'est très important, c'est donc de savoir déléguer. Le chef, c'est Dominique Vénère qui dit ça dans Pour une critique positive, ça ne devrait pas être l'homme orchestre, cette sorte de couteau suisse qui fait tout, qui sait tout faire. Il est hyper important que le chef sache déléguer, et donc déléguer, ça implique de faire confiance et du coup, d'abandonner une petite part de ses exigences. Moi, je sais que j'ai beaucoup de mal à déléguer parce que, j'ai peur que ce soit pas fait aussi bien que si c'était moi qui le faisais. J'ai peur de passer trop de temps à expliquer à la personne ce qu'elle doit faire, et donc du coup, je me retrouve parfois avec une somme de travail qui, dans le fond, aurait dû être déléguée parce que j'ai plus de valeur ajoutée pour faire certaines tâches plus élevées que d'autres, et ces autres, bah, voilà, je dois accepter parfois qu'elles soient pas forcément, faites, au niveau d'exigence que je mettrais pour les faire. Sans oublier que mon rôle, c'est justement de conduire mon subordonné à un plus haut niveau d'exigence dans ce vers quoi je vais lui déléguer, mais avec, douceur et cetera. Enfin voilà, ça, on verra ça dans les chapitres suivants, comment parler, à ses subordonnés. Donc le chef, c'est celui-ci qui sait discerner les bonnes personnes pour se constituer la bonne équipe. C'est-à-dire la bonne équipe, c'est celle où chacun est à sa place. Et donc le chef, il doit être capable de s'entourer des meilleurs et aussi être capable de repérer les sales types pour les dégager, au bon moment. Ça, moi, j'ai vu ça, dans le cadre professionnel de chefs qui, ne sont pas capables de dégager les mauvais, et comme en fait ils se font un peu marcher dessus, parce que souvent les mauvais, c'est des gens un peu fourbes, voilà, qui créent plein de problèmes. Mais en fait, ils finissent par dégager les bons,
au profit des mauvais, parce que les mauvais ont réussi à s'installer, à créer une sorte de chantage, et cetera, qui font qu'ils sont indéboulonnables. Donc faites très attention à ça, essayez de repérer tout de suite les chieurs et de les dégager au bon moment, parce que ça va être des boulets que vous allez vous traîner, par la suite, qui vont pourrir toute l'équipe et ça va être, ça va créer vraiment, plein de problèmes, à long terme. Donc quelles sont les compétences strictes du chef? C'est pour moi, d'abord, de prévoir et fixer le but. Donc évidemment, quand je dis compétences strictes, ça veut dire qu'il y a plein d'autres compétences que vous pouvez avoir. Mais je dirais qu'est-ce qu'il y a de commun à n'importe quel chef, que ce soit, un général, que ce soit un conducteur de travaux, que ce soit, un évêque, que ce soit, le président d'association, que ce soit, le directeur d'une école, tout ce que vous voulez, heu, ce sont des points communs. Donc ces points communs, c'est premièrement la prévision. Donc prévoir, c'est fixer un but. C'est en fait de regarder au loin, il y a un problème finalement auquel je dois répondre et donc comment est-ce que je vais, aller dans cette direction? Donc ça implique de l'analyse, hein, constater le problème, hein. Quelles sont les causes de ce problème? Comment est-ce que je vois, ce qui génère le problème? Donc ça, c'est en amont, hein. D'abord les causes, hein, donc je lis, je m'informe, je consulte, je regarde, je comprends, ah. Je suis capable donc de repérer, de serrer quelles sont les causes principales qui font que la situation nécessite une solution, une action. Ensuite, donc je mets en place le but, je fixe le but, donc là je fais de la prévision. Et puis après, je vais chercher la solution. Donc là, je vais faire un plan, je vais trouver des moyens à mettre en place et du coup, je vais, structurer, préparer une stratégie, en disant: «Bah, voilà, il nous faut, du budget, il nous faut, des soutiens, il nous faut, du matériel, il nous faut, un calendrier opérationnel», et cetera, et cetera. Donc voilà, le chef, c'est un organisateur, en fait, dans le fond et c'est un coordinateur. Et puis après, le chef, c'est celui qui va commander. Donc en fait, ça, c'est toujours le grand truc, vous savez, vous connaissez sans doute la fable. C'est une fable de La Fontaine. Là, pour le coup, elle me revient de tête, je ne l'ai pas notée avant de préparant le podcast. Sur, le chat, je crois qu'il s'appelle Rodilardus et les rats. Je crois que c'est «Conseil tenu par les rats», le nom de la fable et du coup, dans cette fable, bah, en fait, le chat, en fait, mange tous les matins un rat et donc les rats se réunissent en disant: «Bah, voilà, faut faire un truc parce qu'on va tous finir par être bouffés», donc voilà. Donc en gros, il y en a qui a une super idée, il faut qu'on accroche une clochette au cou du chat. Donc super idée quoi, le gars c'est le bon chef, il a repéré la cause du malheur, le chat, la solution, mettre une clochette pour avertir des malheurs et là on passe à la mise en place. Qui veut aller mettre le grelot sous le cou du chat? Et donc là il y a personne. Donc en fait en gros c'est surtout ça en fait, là on attend le chef, c'est d'être capable de mettre en place la solution. Parce qu'en fait trouver des solutions, il y a plein de champions pour le faire. Les mettre en place, les faire avancer, ça, il y a plus personne. Donc retenez, voilà, qu'est-ce qui finalement, parfois, qu'est-ce qui va faire de vous le chef? C'est d'être celui qui va faire la différence parce que c'est vous qui allez être capable de commander. C'est en fait de bouger, de mouvoir des hommes pour aller à tel endroit. Parce que c'est là qu'est la solution et c'est là où il y a du danger, c'est là où il y a du risque. Donc il va falloir que vous soyez capable d'être force de conviction, de motivation pour conduire vos troupes vers le feu. Voilà. Il faut aussi, contrôler. C'est en gros, il faut, le chef, c'est celui qui est parce que justement, parfois, on peut avoir le fou furieux. Le fou furieux, c'est typiquement le gars, il dit: «Ah ouais, bah, moi j'ai pas peur du danger, j'y vais, bats les couilles, allez, on fonce et tout». Mais, non, en fait, le bon chef, c'est celui qui est capable de dire: «Non, non, en fait, là, clairement, on est en sous-nombre, on n'est pas bien armé, on n'est pas bien équipé, le plan, il est pas suffisamment, travaillé, donc on va se remettre au boulot, on va trouver toutes les ressources et on n'ira que quand on aura réuni les conditions favorables à la mission». Donc voilà, c'est ça le rôle du chef, hein, c'est de contrôler, de vérifier que les hommes sont au niveau, voilà. Et puis enfin, ça va être de penser des opportunités. C'est de trouver finalement quelle est la bonne ouverture, le bon timing, la bonne fenêtre de tir pour agir. Et ça, je dirais que là, il y a quelque chose d'un petit peu,
c'est une compétence qui s'acquiert que par l'expérience, que par une certaine forme de finesse. Tout le monde n'a pas ça. C'est une sorte de, voilà, de talent, et puis un talent qui s'entretient par la connaissance de l'histoire, la connaissance des expériences, par le fait de regarder ce qu'ont fait d'autres chefs, de regarder plein d'exemples. Voilà. Et puis petit à petit, on apprend de la vie, tout simplement. Hem, donc je reprends un peu dans le désordre, mais voilà, en gros, les principales compétences enfin, communes à tous les chefs: analyser les causes, heu, montrer un but, mettre en place une stratégie, donc un plan d'attaque, mettre en place ce plan d'attaque, donc l'exécuter, ne pas donc procrastiner, c'est-à-dire ne pas remettre au lendemain les choses. Ça, c'est vraiment une maladie, qu'on a tous à notre époque, c'est, la procrastination, le fait de remettre toujours à demain ce qu'on peut faire. Essayer d'avoir comme proverbe, c'est: il ne faut, enfin, tout ce qui, est fait n'est plus à faire. Voilà. Il faut se dire ça en permanence, et quand vous avez une liste des tâches, c'est pas parce que, il y avait des objectifs qui étaient fixés pour la fin du mois et que là, on est qu'au milieu du mois, que du coup, là, vous pouvez, vous tourner les pouces, et vous mettre dans une chaise longue. Non, finissez ce qu'il y a à faire, il y aura toujours des trucs à faire. Il faut, prendre des initiatives en tant que chef, donc ça implique toute cette possibilité de mouvoir les hommes, de faire bouger les troupes, d'aller de l'avant, d'être audacieux, d'être courageux. Il faut discerner, donc voilà, faire le bon calcul entre, bah, les opportunités, la prudence, le courage, et cetera, quoi. Un chef, c'est aussi quelqu'un qui a du courage, parce que souvent, parfois, on dit, «Un bon chef, c'est un homme prudent», donc en gros, on se réfugie derrière cette vertu de prudence, mais finalement, si on se réfugie en permanence de cette vertu de prudence, on fait rien. C'est un truc vraiment de catho, et propre à l'Église, quoi. Il y a toujours des raisons d'être prudent, donc voilà, bah, on bouge pas, et puis on se fait dégommer à petit feu. Et puis, voilà, le chef coordonne, délègue. Voilà, met les compétences à leur place. Il faut être conscient aussi, et ça c'est important, parce que parfois ça peut être révoltant, mais c'est que, en gros, chaque compétence a sa bonne place. Le valeureux soldat n'est pas forcément un bon stratège ou un bon diplomate, nous dit le père Gaston Courtois, et j'ajouterais, parfois le bon stratège ou le bon diplomate peut être un piètre soldat. Et voilà, il faut pas s'en révolter. C'est-à-dire qu'en gros, parfois, le gars qui va, donner les conseils stratégiques sur le plan de bataille, bah, il a cette qualité d'être un bon joueur au risque, enfin voilà, d'être un gars qui a un peu le sens, qui sait bien jouer au petit soldat, qui connaît bien la stratégie militaire, mais vous lui mettez un fusil dans les mains, le gars il se débine, il est nul. Et du coup, bah, il faut pas dire en gros, «Bah non, on va pas prendre ce stratège-là parce qu'il est pas courageux, moi je l'ai vu une fois, au front, il faisait pipi dans sa culotte». Ben non, en fait, non. Si le gars, il est bon dans son domaine et qu'il est pas bon à un autre, c'est pas grave. En fait, on le prend pour être bon dans ce domaine. Tant pis. Donc en fait, voilà, juste pour étendre cet exemple à des cas plus larges, hem, si vous voyez un gars qui n'a pas forcément, il est pas exemplaire en tout, mais il est très bon à un domaine, bah, pardonnez-lui finalement ses autres incompétences. Acceptez finalement que, voilà, s'il est excellent dans ce domaine-là, c'est lui qu'il faut qu'on prenne pour s'occuper de ça. Le père Gaston Courtois finit un peu le chapitre en disant, en gros, le gros problème, c'est qu'on est dans une société dans laquelle il y a le culte de l'incompétence. Alors, comment ça s'exprime concrètement? Bah, déjà, on le voit à travers les contrats. À chaque fois que vous signez un contrat, les contrats sont toujours de plus en plus longs et on essaie toujours de se réfugier, pour avoir le moins de responsabilités à assumer en cas d'échec. Parce que les gens, en fait, sont tous de plus en plus procéduriers et tout le monde, finalement, se fait des procès en permanence parce que, bah, on impute toujours aux autres les échecs. Et c'est comme ça en politique, c'est tout à fait comme ça, chez les gens, de droite, enfin, chez les gens de gauche aussi évidemment, hein, mais bah, en gros, on est toujours en train de chouiner, toujours en train de se plaindre. «Ah gna gna gna, ça va mal, ouin ouin, c'est la faute, de ceci, de cela», et montrer du doigt, voilà, accuser telle ou telle personne. Mais en fait, les gars, est-ce que vous vous êtes déjà dit, vous, qu'est-ce que vous avez fait pour que ça marche? Hein, posez-vous la question. Hem, on a aussi formé des gens, uniquement à être valorisés par rapport à leur capacité à produire l'argent. Ça, c'est parce qu'on a un système capitaliste. Le but du capitalisme, c'est de produire de l'argent. Donc en fait, sont bons et occupent des places élevées dans la hiérarchie ceux qui produisent le plus d'argent. C'est devenu la seule compétence et c'est autodestructeur parce qu'en fait, en gros, le gars qui ne sait faire que produire de l'argent va forcément à un moment donné être un mauvais chef, donc va détruire, donc finalement va plus produire d'argent. Voilà, mais il arrive que parfois, voilà, on ait mis, des gens qui étaient plus compétents d'un point de vue, financier, à la tête d'une entreprise, heu
et au détriment de quelqu'un qui finalement, aurait été plus profitable à la santé de cette entreprise parce qu'il était un bon chef, mais sa première préoccupation n'était pas de produire l'argent, il était d'emmener les hommes vers un but et évidemment ce but aurait généré la prospérité pour le collectif. On enseigne aussi, ça c'est une cause importante, la spécialisation au mépris de, la vue d'ensemble, hein. C'est il faut retrouver dans l'éducation, l'idéal un peu de l'honnête homme et tout homme devrait, je pense, à minima, être capable de savoir entretenir un potager. Alors je plaide coupable parce que là, typiquement, j'ai l'habitude de vous dire, en gros, à chaque fois quand je vous donne des conseils, je me les applique à moi-même avant de vous les donner. Donc là, le minima que j'évoque, j'avoue que je suis pas forcément, au top niveau, mais j'aspire à l'être, comme vous. Donc voilà, mais je dis voilà, je dirais que normalement tout homme, tout chef, mais même, tout subordonné devrait savoir faire ces choses-là et on ne sait pas parce que l'école nous apprend plus à les faire, ce que la vie nous apprend plus à faire, c'est, voilà, savoir entretenir un potager, savoir rénover une maison, poser un sol, poser aujourd'hui, du placo, monter un mur en pierre sèche, mais doit savoir aussi, marcher une nuit sac au dos, orienter, des gens à la boussole, ou avec les étoiles, être capable de préparer un dîner pour recevoir une vingtaine de personnes, donc faire à manger, faire des courses, cuisiner, être capable de s'occuper d'enfants aussi, c'est important, ça fait partie de la vie, de comprendre ça, de comprendre cette réalité de ce que sont les enfants, mais ouais, aussi d'être capable de se battre, de tirer au fusil, de donner un coup de poing, être capable de suivre et de comprendre une conférence de philosophie, de lire un bilan comptable, de recharger la batterie de sa voiture, de conduire une équipe, d'expliquer les rudiments de la foi à un incroyant. Voilà, à l'école, on apprend uniquement à régurgiter des contenus appris par cœur sur une feuille de papier. Et encore ça, c'est dans les écoles, les meilleures écoles hors contrat ou à Stanislas ou dans les trucs comme ça. Sinon, dans les autres écoles lambda, la classe n'est plus qu'une sorte de garderie, animée par, quelqu'un qui a un diplôme de professeur. Donc c'est une catastrophe, voilà et après on pousse les élèves à se spécialiser, uniquement, dans une seule voie. Donc voilà, on a des autistes, hein, des gars, ils sont capables, d'être, des tops, de la finance, mais les gars sont incapables, d'éduquer leurs enfants, de faire à manger, de se défendre dans la rue, de parler des choses de Dieu. Enfin voilà, c'est en fait, on doit être polyvalent. Encore une fois, hem on ne doit pas être un expert dans tous les domaines, mais on doit savoir faire des trucs courants de la vie pour comprendre la vie, tout simplement. Il y a aussi le syndrome de Peter. Le syndrome de Peter, il est assez connu. Vous savez, c'est de quand en fait on atteint un seuil de compétence. C'est-à-dire que au début, vous étiez bon, qu'on vous a fait monter d'un niveau. Vous étiez toujours bon, on vous a fait encore monter un niveau, puis on vous a fait encore monter un niveau. Et là, tout d'un coup, vous vous retrouvez être trop incompétent par rapport aux responsabilités qui sont les vôtres. Mais du coup, comme c'est pas possible de vous rétrograder et de vous remettre à votre niveau de compétence avant, vous étiez excellent, vous étiez le meilleur, bah, du coup, on n'a plus que des incompétents au plus haut niveau parce que, bah, justement, à force d'avoir donné les promotions aux gens, on a fini par les amener à leur seuil d'incompétence. Autre facteur qui joue, moi je l'ai beaucoup vu, c'est la jalousie des faibles. Alors, c'est un peu nietzschéen mon propos. Tous les faibles ne sont pas des gens jaloux, mais parfois, la faiblesse entraîne la jalousie et fait que des gens vont être animés par la haine des chefs, la haine des meilleurs, et donc ils se liguent entre eux par jalousie pour essayer d'empêcher l'effort d'occuper la place qu'ils devraient avoir dans la hiérarchie et ça crée vraiment voilà, des histoires horribles où on a voilà, des ramassis de petites gens, crapuleux, détestables, qui mettent le bazar et la zizanie, dans une hiérarchie, uniquement dans le fond par, jalousie, et détestation de tout ce qu'il peut y avoir de tout ce qui peut finalement les ramener à leur faiblesse. Voilà. Donc voilà, faut parfois être clairvoyant sur les motifs des plaintes des gens et se dire parfois en fait certaines plaintes sont totalement infondées. Alors parfois elles sont fondées, hein, il faut les écouter aussi évidemment, mais il faut du discernement parce qu'il existe des gens, faibles, jaloux, qui ne font que rabaisser les autres pour les détruire et qui du coup font que, bah, les bons chefs vont, être éliminés au profit des faibles et des mauvais et c'est le cas en particulier en politique, je pense. Enfin, autre critère, ça c'est très chrétien, hein, c'est, le rabâchage, je le disais déjà dans le podcast précédent, de la vertu d'humilité, hein. On dit en permanence: «Il faut être humble, il faut pas être orgueilleux» et cetera. Mais du coup, en fait, on va dissuader des gens compétents d'assumer leurs responsabilités, hein. Parfois, il faut être juste juge de ses compétences, se dire: «Bah non, en fait, là, c'est à moi d'y aller», parce que sinon on va se défiler
de ses responsabilités et du coup, on va avoir un défaut, un manque de chef. Et du coup, voilà, notre rôle d'éducateur, notre rôle de chef, c'est d'amener les jeunes, ceux qui sont, en dessous de nous, à devenir des compétences et à mettre toute leur sagesse au service du bien commun. Ça, c'est ce que je dis, enfin, ce que dit littéralement le père Gaston Courtois, je ne fais que le citer. Alors, c'est la fin de l'épisode. Le père Gaston Courtois nous dit, qu'il va falloir cette semaine que nous nous posions des questions. Donc je vais vous poser d'abord les questions, mais avant de vous poser des questions et de faire vraiment la conclusion, je voudrais vous parler un petit peu de Napoléon. Donc en fait, il faut lire cette semaine, si vous le pouvez, c'est un peu un pavé, mais au pire, feuilletez-le, enfin voilà, vous lisez-en quelques pages. Le Napoléon de Jacques Bainville, vous le trouvez, très facilement, j'ai trouvé d'occasion pour, 2 € et quelques. Hem, donc c'est une biographie, hein, tout simplement. Moi, ce qui m'a marqué dans les premières pages, c'est déjà, que Napoléon était, à la hauteur des circonstances qui ont été les siennes. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde ne pourra jamais égaler Napoléon. Napoléon le dit lui-même, en fait, en gros, pour, avoir la vie que j'ai eue, en fait, ce sera possible une fois tous les 1000 ans. Parce qu'en gros, il y a eu un tel, concours de circonstances. Typiquement, en gros, il est né sur une île qui n'était pas française, lorsque ses parents, sont nés. Il y a eu la révolution, enfin, il y a eu plein d'événements qui se sont produits, heu, qui sont des circonstances extrêmement particulières. Mais quelle est la force de Napoléon? Et c'est là où on peut le regarder comme un exemple, c'est de saisir ces événements pour être capable, justement de les tourner dans la bonne direction, hein. Ça, c'est un peu un des points qu'on retrouve chez Machiavel. Hem, il faut être capable, vraiment, je pense qu'une vraie vertu de chef, c'est d'être capable, de faire contre mauvaise fortune bon cœur. C'est en gros d'utiliser, de détourner en quelque sorte le cours des événements à son profit. Et ça, c'est vraiment un des grands talents, de Napoléon. Il va être capable de saisir les opportunités, donc de les repérer, et il va pas passer à côté de son destin. Pour la France, quoi qu'on en pense politiquement, moi je suis pas forcément un admirateur politique de Napoléon, mais d'un point de vue, humain, si je regarde uniquement la dimension chef, bah, je ne peux être qu'impressionné par son talent et par sa vie extraordinaire. Il le dit lui-même: «Ma vie est un roman», il en était conscient de son vivant. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir un petit peu de cette biographie que je vous invite vraiment à lire, hein, parce que là je vous donne des petits traits, généraux, mais en fait, vraiment lisez sa vie, elle est extraordinaire, voilà, même regardez les films qui ont été faits sur lui, mais Bainville est un super historien. C'est très documenté, c'est plein ça se lit vraiment comme un roman. Napoléon dit donc, «La conquête m'a fait ce que je suis, la conquête seule peut me maintenir». Donc ça, c'est l'idée justement que dans le chef, il y a l'idée vraiment du but, d'être un leader, c'est-à-dire d'être celui qui mène les hommes dans une direction. Et qu'est-ce qui fait vivre Napoléon? C'est de conquérir. En gros, il se lève le matin en disant, en gros: «Aujourd'hui, je vais envahir la Pologne». Je blague, hein, mais voilà, c'est un peu ça. Qu'est-ce que c'est qu'un chef? C'est pas le gars qui se lève le matin en disant: «Tiens, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ma journée aujourd'hui?» Non, si vous voulez être un chef, vous devez savoir ce que vous allez faire de votre journée parce que vous allez devoir dire à plein d'autres gens ce qu'ils vont devoir eux aussi faire de leur journée. Donc vous devez emmener des gens avec vous pour conquérir un but, que ce soit reconquérir Jérusalem ou que ce soit tout simplement faire en sorte que votre entreprise soit capable de livrer tel service à tel client. Voilà, c'est dans cette projection que vous devez comprendre en gros que votre rôle de chef, votre légitimité en tant que chef, c'est la victoire, c'est la conquête. Hem, Napoléon, nous dit Jacques Bainville, c'est un esprit supérieur qui saisit d'un coup d'œil les situations et qui les domine. Donc c'est vraiment cette compétence extraordinaire chez Napoléon. Évidemment, on ne peut pas l'égaler parce qu'on n'a pas l'étoffe d'un Napoléon, mais on peut néanmoins l'imiter et le regarder comme étant, un modèle. C'est qu'il est capable tout de suite de déchiffrer les situations, de les analyser avec une sorte de d'œil d'aigle. Voilà, c'est très, très approprié pour Napoléon. Voilà, il va voir tout de suite, quelle est la décision stratégique efficace, comment est-ce que je vais être un bon chef militaire, un bon chef politique. Bainville nous dit aussi: «Napoléon, c'est un homme de réflexion, d'action». Heu, je cite: «Sa jeunesse a été une longue lecture». En fait, Napoléon, qu'est-ce qu'il a fait quand il était enfant? Il a enfin, souvent on dit, tu sais, on se moquait de son accent corse et cetera.
Il vient pas du tout d'une famille, si pauvre que ça, mais il vient pas non plus d'une grande famille. Heu, mais en fait, une des choses, c'est vraiment une famille de lettrés, hein. C'est plutôt des juristes, des notaires et cetera, dans la famille de Napoléon. Donc il y a vraiment cette culture de la lecture et Napoléon lit énormément et ça, c'est quelque chose qui nous manque à tous. C'est une certaine forme de soif de connaissance qui va justement nourrir notre réflexion et notre expérience. En fait, c'est vraiment en lisant l'histoire, en connaissant ce qui s'est passé par le passé, qu'on va avoir de la profondeur dans la décision. Un des grands drames justement en politique aujourd'hui, c'est que, la plupart de nos députés, de nos élus n'ont plus du tout de culture et c'est à ça que sert la culture, c'est à ça que servent les livres, c'est de nous éclairer. C'est que nous sommes des nains jugés sur des épaules de géants. On a besoin vraiment de connaître le passé, de connaître l'histoire pour vraiment, être capable de nous projeter par rapport à des situations qui ont été déjà vécues avant nous. Et puis, enfin, Napoléon ne s'est jamais reposé sur ses lauriers. Il a toujours, heu, je cite Bainville, hein, il sentait que son trône était continuellement chancelant. Donc en fait, à aucun moment il s'est dit: «Tiens, voilà, là c'est bon, je peux enfin, arrêter de bosser et commencer, à m'allonger dans un canapé pour regarder Netflix». Non, en fait, je vais toujours devoir consolider l'édifice et ça, c'est vraiment, je pense, une des vraies réflexions que vous devez avoir en tant que chef, c'est de vous dire que c'est jamais fini, il y a toujours du travail. Si vous arrêtez un seul moment, vous allez, perdre tout ce que vous avez fait par le passé. C'est exigeant ce que je dis, hein, mais c'est important. Il faut, voilà, il faut aussi savoir parfois se reposer, évidemment, mais il faut être conscient que le repos n'est jamais une fin en soi, qu'il est plutôt, quelque chose de temporaire. Alors, quelles sont les questions que vous devez vous poser cette semaine? Première question, c'est est-ce que vous voulez vraiment devenir une valeur ajoutée dans votre métier, dans votre profession? Est-ce que vous voulez vraiment apporter quelque chose aux autres? Ou est-ce que vous voulez rester j'ai l'impression d'être le gars qui dit, voilà: «Si tu veux être un entrepreneur qui réussit, qui gagne, 10 000 K par mois, bah, voilà, faut que tu» non, c'est pas ça. Mais en gros, dites-vous, il faut que vous, ayez la confiance en vous, en fait, dans le fond, et le choix de votre volonté de vous dire, en gros: «Je veux apporter quelque chose dans mon métier aux autres». Quand je dis métier, c'est au sens très large, hein. C'est, en tant que chef de famille, en tant que responsable associatif, en tant que cadre dans votre entreprise, tout ce que vous voulez. Voilà, mais je dois apporter quelque chose de plus. Enfin, si je veux pas ça, bah, tout le reste, ça sert à rien. En fait, arrêtez d'écouter le podcast, laissez tomber, voilà. Je suis un peu dur, hein, mais non, mais voilà, mais en gros, vraiment, il faut sans convaincre, sans persuader. Il faut que vous ayez le culte du travail bien fait. Voilà, chassez le travail bâclé, arrêtez de vouloir aller trop vite, de voilà, essayez, ça c'est moi typiquement c'est un défaut que j'ai, hein, souvent j'ai tendance parfois à vouloir faire trop de choses, à aller trop vite. Bah, prenez le temps, commencez par ranger votre bureau avant de vous mettre au travail. Regardez bien votre travail une fois qu'il a été fini, avant de le rendre, avant de l'envoyer à votre client, avant d'appeler votre chef pour lui montrer. Voilà, vérifiez que tout ce que vous avez fait, bien ficelé. Voilà, tout en étant conscient que le mieux est l'ennemi du bien, mais attention, le mieux est l'ennemi du bien, ça ne doit pas être une excuse pour rendre des trucs bâclés. Donc vérifiez-vous, relisez-vous. Moi, ça, c'est un truc que j'ai mis en place, je faisais pas avant, depuis que j'ai lu ce bouquin. Je relis systématiquement mes mails avant de les envoyer. Ça m'évite plein de fautes, en fait. Quand je relis un mail, je m'aperçois: «Tiens mince, j'ai oublié un verbe là, j'ai oublié un truc, enfin, j'ai oublié une info importante». Donc voilà, relisez vos courriers, vos messages, que ce soit sur WhatsApp ou par mail avant de les écrire, avant de les envoyer plutôt. Parce que les relire avant de les écrire, ça va être difficile. Allez au fond des choses, voilà, vous contentez pas de la superficialité, ne survolez pas, voilà, essayez de quand vous faites quelque chose pour un client, pour vous-même, pour vos enfants, pour une association, pour un projet politique, heu, allez vraiment au fond des choses. Faites pas juste ces trucs pour, le succès de la communication, pour passer à autre chose. Ça n'a aucun sens. Voilà. Faites vraiment, un travail abouti. Organisez votre travail, ça je vous dis, c'est hyper important. Une fois que vous avez rangé votre bureau avant de vous mettre au travail, votre espace de travail, organisez votre journée, planifiez les choses que vous avez à faire. Ayez des putains de planning. C'est hyper important parce que sinon vous allez, papillonner, et surtout vous allez perdre du temps en futilité.
Chassez aussi toute la futilité. Arrêtez de jouer à des jeux sur votre téléphone. Arrêtez, de regarder, des matchs de foot ou je sais pas quoi, enfin, faites-le peut-être une fois avec des copains de temps en temps, mais voilà, éliminez, sortez, voilà, arrêtez de jouer à des trucs futiles, débiles, qui sont pas, voilà, c'est pas ce qu'on attend de vous, quoi. À un moment donné, enfin, je dis pas qu'un chef, c'est un gars qui doit, lire du Aristote toute la journée, et du Heidegger pour se détendre. Mais voilà, en gros, un chef, c'est pas un mec qui passe son temps, à papillonner, à être sur son téléphone, à son temps en soirée. Enfin, on n'est plus des adolescents, quoi. En fait, à un moment donné, on attend de nous, un peu de sérieux. Bilan du soir, faites, à chaque fois avant de vous coucher, est-ce que votre journée a été réussie ou est-ce qu'elle a été décevante? Est-ce que vous avez fait plein de choses aujourd'hui ou est-ce qu'au contraire, vous avez procrastiné, vous avez perdu du temps et du coup, demandez-vous comment est-ce que demain vous allez faire mieux? Prenez des notes de lecture, même prenez des notes, si possible, de ces podcasts, et relisez vos notes, quand vous écoutez une conférence, quand vous lisez un livre. Cherchez enfin, c'est le dernier conseil, enfin, dernière réflexion de la semaine, à comprendre d'autres domaines que le vôtre. Si vous êtes, je sais pas moi, cuisinier, eh ben, intéressez-vous à d'autres choses que la cuisine. À l'histoire, au sport, au bâtiment, à l'agriculture, à l'économie, à la biologie, à l'éducation. Et réciproquement, si vous êtes, économiste, intéressez-vous à la cuisine. Ah, il faut, avoir une culture générale. C'est ça, la culture générale, c'est pas juste un bouquin de culture générale que vous allez potasser et oublier dans la foulée pour passer un concours d'école de commerce. La culture générale, c'est un esprit large, un esprit qui, essaye de comprendre beaucoup de choses, un grand nombre de paramètres. L'exercice de la semaine, ça va être donc, premièrement, de fignoler votre travail. Cette semaine, vous allez essayer de mieux travailler et en appliquant toutes ces réflexions, en vous posant ces réflexions, en méditant sur ces réflexions. Donc toute la semaine, repensez à toutes ces questions que je vous ai posées, fignolez votre travail et vous allez lire la biographie de Napoléon. Heu, voilà, si vous l'avez pas, enfin voilà, débrouillez-vous. Et donc je finis par, une petite citation de Napoléon: «La plus grande immoralité, c'est de faire un métier qu'on ne sait pas». Voilà, je vous laisse, méditer cette phrase: «La plus grande immoralité, c'est de faire un métier qu'on ne sait pas», dixit Napoléon. Je vous invite à partager, à mettre des super commentaires, à parler du retour au réel à tous vos amis, à votre famille. Il faut qu'il y ait une génération de chefs qui se lève pour notre pays. Nous en avons le plus grand besoin. Il est important de reconquérir, de relever notre nation. Je compte sur vous, le pays compte sur vous, chers amis, et je vous dis à la semaine prochaine.